Depuis le début de la journée, on a finalement assisté uniquement à des interventions et qui étaient assez passionnantes sur comment améliorer la prise en charge, le patient, tout était extraordinaire. Là, on va aborder un sujet qui est douloureux, car ce n'est pas pour améliorer le patient, c'est pour au contraire l'enfoncer. Alors c'est vrai que si on se souvient, quand Henri Casaray proposait des bains de siège en alternative aux intraits de Marondin dans Suppôt pour nos hémorroïdes, ça faisait sourire. Là, on n'en est plus là. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. Quand on voit la façon dont des patients sont amenés à arrêter leur chimio parce qu'il faut manger cru et qu'avec ça, ça va les sauver, quand on voit des hommes comme le professeur Joyeux qui entraînent des patients parkinsoniens suivis à la salpêtrière, arrêter leur traitement, payer, en plus payer pour obtenir des pseudomolécules, et je ne vais pas parler de la campagne des antivax qui a été terrifiante, qui a été presque complotiste, menée par un certain nombre de personnes. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, je ne vais pas parler du gourou marseillais, mais c'est un véritable fléau aujourd'hui. Alors je me retourne vers vous, Anen Romdan. Vous êtes présidente de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Quelle est la problématique aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est vraiment? Alors, avant de parler de la problématique, si vous permettez, je vais commencer par définir les notions dont on parle, pour qu'on soit tous au clair. D'abord, qu'est-ce qu'une dérive sectaire? Une dérive sectaire, il faut comprendre que c'est un dévoiement, ça c'est la définition que la Miviludes a établie, de la liberté de conscience qui porte atteinte à l'ordre public et plus généralement aux droits et aux libertés fondamentaux de tout un chacun, à la sécurité et à l'intégrité des personnes. Et vu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt à l'intégrité et aux droits fondamentaux des patients, quand il s'agit d'un médecin, mais aux clients, parce que les dérives qui nous concernent, ce ne sont pas essentiellement des médecins qui les pratiquent, quand on parle de dérives sectaires en l'espèce. La deuxième notion qu'il faudrait définir, c'est qu'est-ce qu'une pratique de soins non conventionnelle? C'est une méthode de soins qui n'est pas éprouvée au niveau scientifique, qui n'est pas reconnue par la science et qui n'est pas enseignée dans le cadre du cursus des professionnels de santé. Une fois qu'on a défini ces deux notions, la question qui se pose, c'est pourquoi aujourd'hui on considère que les pratiques de soins non conventionnelles sont un danger. En quoi sont-elles un danger aujourd'hui dans notre société? Elles deviennent un danger soit parce qu'elles deviennent une dérive thérapeutique, ce qui ne relève pas de la compétence de la Miviludes, d'accord, dérive thérapeutique, soit parce qu'elles deviennent une dérive sectaire, et là ça devient de la compétence, ça relève de la compétence de la Miviludes. C'est quoi une dérive thérapeutique exactement? Dérive thérapeutique, on parle de cette expression quand le charlatan, le leader charismatique, le gourou, la gourelle, ce sont des termes un peu fantasmagoriques quand même, ce sont clairement des délinquants et des criminels, les gens dont on parle, vont soit convaincre une personne qui a besoin d'un soin de renoncer à son soin conventionnel, et donc proposer autre chose qui ne va pas, c'est pas juste proposer une alternative qui n'est pas susceptible de porter atteinte à sa santé, c'est lui dire tu renonces à un soin et voilà ce que je te propose, sauf que cette proposition va soit porter atteinte à l'état de santé et donc aggraver l'état de santé de la personne, soit ne va pas en tout état de cause lui apporter le soin nécessaire. Je vous donne un exemple. Nos charlatans proposent par exemple la consommation de produits hallucinogènes parce que ça permettrait d'ouvrir les chakras et d'ouvrir notre relation avec l'au-delà ou avec des énergies positives. Jusqu'à preuve du contraire, aucune étude scientifique n'a démontré que c'était positif pour une quelconque pathologie. Donc soit c'est une dérive thérapeutique et ce n'est pas de ma compétence, étant précisé que toutes les dérives thérapeutiques ne sont pas des dérives sectaires, il ne faut pas tout mélanger, soit ça devient une dérive sectaire, et ça veut dire quoi une dérive sectaire dans le champ de la santé? Vous avez commencé à l'évoquer en donnant quelques exemples, c'est que ces pratiques qui ne sont pas encadrées, parce qu'elles ne sont pas encadrées par le ministère de la Santé, le vrai souci est là, dans le cadre de ces pratiques non encadrées, le prétendu praticien, qui est tout sauf un praticien de santé, il va pouvoir placer le patient qui est en réalité un client, mais qui lui se croit patient, dans une relation d'emprise mentale, par le biais et par l'usage de manœuvres, qui vont placer ce patient dans une dépendance à cette personne, et qui va se soumettre en fait en raison de cette emprise mentale, à tous les dogmes, de manière inconditionnelle, à ce charlatan. Et là, cette personne, donc ce patient,
ce client, pour lui, va écouter et appliquer de manière catégorique, les yeux fermés, tout ce que ce guérisseur, tout ce que ce prophète de la santé va lui proposer, va lui soumettre. Et c'est là que vient le danger. Et juridiquement parlant, parce que tout à l'heure, on parlait la table ronde précédente parlait de ça au niveau juridique. Juridiquement parlant, il s'agit d'un exercice illégal de la médecine, hein, tout simplement. Vous avez pu vous permettre de donner des noms. Moi, je ne peux pas donner des noms. Mais le crudivorisme, évidemment que c'est une plaie aujourd'hui dans notre société et c'est une dérive sectaire avérée. Alors, maintenant que vous avez bien défini, avant d'aller plus loin, moi j'aimerais bien avoir la réaction aussi de Joséphine Cesbron, qui représentait finalement les familles qui sont victimes de ces dérives sectaires. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en face d'une problématique qui est en train d'augmenter ou comment est-ce que vous voyez le sujet aujourd'hui ? Très clairement. Nous, on a constaté sur les 5000 saisines à peu près de l'année dernière que la moitié à peu près étaient des saisines d'ordre du domaine de la santé. On a des familles qui justement nous appellent pour être accompagnées parce qu'ils ont perdu l'époux, l'enfant qui s'est justement fait embarquer dans un système de pratiques non conventionnelles. Et les dégâts sont absolument colossaux, puisque souvent, justement en matière médicale, les personnes sont déjà vulnérables. Donc quand elles arrivent, elles ont besoin d'aide, elles viennent chercher de l'aide. Et là, il y a la notion de croyance qui se mêle à la médecine. Je souffre trop, je vais aller essayer de chercher autre chose, je vais fouiller sur Internet. Et on a vu pendant le confinement une explosion des saisines, que ce soit à la Miviludes ou chez nous, parce que justement, on ne trouve pas de solution ailleurs. La médecine, ben oui, elle n'est pas miraculeuse. Il y a un suivi thérapeutique à mettre en place. Et donc, il y a cet engouffrement dans les pratiques non conventionnelles qui est terrible pour les familles. Donc, oui, une augmentation des saisines. Et Philippe de Normandie, qui a créé cette... je ne sais pas si c'est agence ou association. C'est une association. En fait. C'est une association. Aidé à émerger ce sujet en pensant que c'était un vrai sujet de santé publique. Donc des médecines alternatives et médecines complémentaires. C'est suite au constat de cette explosion, justement, de ces problématiques de dérives thérapeutiques et sectaires. Il y a deux raisons pour lesquelles je me suis vraiment intéressé à ce sujet. Enfin, trois raisons. Je suis chirurgien, je m'occupe que de personnes en grande situation de handicap. Qui souffrent de douleurs de neuropathie, d'hypertonie. Et on se rend compte que dans notre accompagnement, il y a un moment donné où on a des limites et entre eux, ça rejoint un peu ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire un peu comme on retrouve en cancérologie. Et on a des patients pour lesquels, progressivement, sur des douleurs de neuropathie, sur un certain nombre de sujets, on a été amené, soit parce que les patients nous en parlent, et c'est ce qu'il faut, soit parce qu'il y a une expérience dans les services, de proposer un certain nombre de ces thérapies, que ce soit la sophrologie, l'imitation pleine conscience, il y en a beaucoup. On reviendra sur ce problème du nombre beaucoup. Et puis j'ai eu l'occasion également de m'intéresser beaucoup à la gériatrie. On s'est rendu compte qu'en avant des activités de ce champ des médecines complémentaires, eh bien on avait pu diminuer par 2 les médicaments. Il y a eu des publications sur ce sujet. Mais par contre, ce qui m'a frappé dans ce sujet, c'est que finalement, c'est un sujet c'est un domaine complètement vaste, non régulé, non organisé. Au ministère, à la DGS, il y avait un sous-bureau qui s'en occupe, il y a une petite instance, mais globalement, ce n'est pas un sujet porté. Or, quand vous interrogez les Français, en gros, 70% des Français, 60 à 70% des Français, des professionnels de santé, disent, nous, les médecines complémentaires, c'est un vrai sujet, ça nous intéresse. Il y en a 30 à 40% qui les pratiquent de façon très, très régulière. Pendant le Covid, on a proposé, avec la mutuelle et la ménage, on a proposé un certain nombre d'activités complémentaires, notamment pour la gestion du stress, etc., aux professionnels de santé. Il y a eu des retours très favorables. Donc on se dit, devant ce sujet, il faut à un moment donné qu'on ait le courage collectivement de se dire, il faut mettre les pieds dans le plat, il faut dire qu'il y a une vraie activité, ça a besoin de répondre à des questions clés, le problème de la formation, le problème des règles du jeu, etc. etc. Donc, okay. Je terminerai par là, oui. Et j'y reviendrai après parce que je trouve que c'est très important. Ça réinterroge fondamentalement également la pratique, notre pratique d'une médecine un peu allopathique. Peut-être qu'il faut repenser également le rôle des... Avant de rebondir sur ce qu'est, en effet, la réflexion qu'on peut avoir sur la médecine allopathique,
je voulais demander, mais je vous laisse intervenir tout de suite. Moi, vous savez qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la terminologie des choses. Personnellement, je ne peux pas comprendre qu'on parle de médecine alternative ou complémentaire. Soit on est dans la médecine, soit on ne l'est pas. Et je pense que nous, de notre côté, on a l'habitude plutôt de parler de pratiques de santé non conventionnelles. Ce qu'on a pu remarquer, c'est, je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers temps, l'explosion autour de Doctolib et Medoucine, qui sont 2 sites de référencement de médecins et de personnes thérapeutes qui ont des thérapies à mettre en place autres. Quand vous allez sur Doctolib, il y a effectivement des rendez-vous rapides, il y a tout un système qui peut être très efficace, mais quand on a commencé à fouiller un tout petit peu, on a vu qu'il y a des médecins qui ne sont absolument pas médecins, on a vu des dérives totalement ubuesques à ce niveau-là. Et Medoucine, c'est pareil, on mélange tout. Sur Medoucine, si vous allez sur le site, vous allez pouvoir trouver un professionnel thérapeute qui fait de la psychogénéalogie pour guérir, soi-disant, des stress post-traumatiques. La personne ne sait clairement pas ce que c'est et c'est juste inconcevable. On a parlé tout à l'heure du monsieur qui a fait des dégâts colossaux sur Internet avec le crudivorisme. Les psychiatres vont rire, mais ils proposent de guérir la dépression par se suspendre à l'envers pour faire descendre la pression. Ça fait partie des choses qu'ils prônent. Si je peux me permettre de compléter par rapport sur ce point en particulier, c'est qu'il y a un vide juridique, il y a une absence totale de prise en charge de cette problématique au niveau du ministère de la Santé, tout avec une difficulté, parce qu'il ne faut pas oublier, on est dans un état de droit. Donc, on est dans un état de droit, il faut qu'on maintienne cet état de droit. Qui dit état de droit, ça signifie qu'on a la liberté. Parce que nous, on n'est pas une police de la pensée. La Miviludes, elle n'est pas là pour dire aux gens, vous n'avez pas le droit d'aller voir un ostéopathe, vous n'avez pas le droit d'aller voir un reiki, vous n'avez pas le droit d'aller voir un sophrologue. Ce n'est pas ça, notre rôle. Mais notre rôle, c'est d'assurer une vigilance pour que chaque citoyen, quand il décide de s'adresser à un quelconque professionnel, qui soit un médecin, donc relève de la médecine conventionnelle, ou auprès de ses thérapeutes, il sache que c'est un lapsus révélateur, que son consentement, son choix, il soit comme lorsqu'il doit donner son consentement auprès d'un médecin, qu'il soit libre et éclairé. Il n'y a que par la pédagogie qu'on pourra sauver les gens. On n'est pas là pour leur dire « n'allez pas voir tel et tel praticien », parce que la Miviludes, son message, c'est de dire c'est pas la pratique qui est problématique, c'est le praticien derrière. On peut être tous les 4 des naturopathes, et pourtant il y en a un parmi nous qui va proposer une naturopathie problématique comme celle qui a soulevé toute cette explosion et toute cette problématique au niveau du site de Doctolib. C'est pas, encore une fois, c'est pas montrer du doigt et désigner du doigt des pratiques. C'est le praticien derrière. Mais si je ne sais pas de quoi je dois me méfier, eh bien, je vais foncer tout droit dans le mur. Je voulais vous demander, vous êtes votre titre Miviludes, mission interministérielle. Tout à fait. Juste, Philippe nous dit, le ministère de la Santé a laissé complètement, ne s'intéresse pas à ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec les ministères qui sont concernés? Peut-être qu'on parlera aussi de l'éducation nationale, parce que c'est un rôle clé dans l'éducation. Alors, la Miviludes, le I, c'est interministériel, donc effectivement, on travaille avec tous les autres ministères. Le ministère de la Santé ne s'est pas saisi de cette question comme vous l'avez soulevé, comme vous l'avez souligné. Après, il y a une difficulté réelle. À l'impossible, nul n'est tenu. Il faut qu'on aille plus loin. Le ministère de la Santé, depuis à peu près 2-3 ans, comme tout le monde le sait, est un peu confronté à une problématique énorme qu'est le Covid. Donc, quand on va lui parler des problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, donc ces pratiques de soins non conventionnels, on n'a pas vraiment spécialement de réponse aujourd'hui. L'intérêt et ce qui est urgent à faire, c'est une réunion avec justement une mission comme la nôtre et le ministère de la Santé sur cette problématique, parce que, sans porter atteinte à l'agence, à la MCA qui est la vôtre, c'est une problématique qui relève de la responsabilité de l'État. Vous voyez, c'est l'État d'abord qui doit se saisir de cette problématique, parce que c'est l'intérêt des patients, c'est un intérêt général, c'est un intérêt de santé publique dont on parle, ce n'est pas un intérêt privé. Les associations ont leur rôle et elles sont évidemment indispensables dans le cadre d'un maillage territorial et autres. Mais avant tout, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Oui, mais là, a priori, ce qu'on veut, c'est essayer de trouver comment est-ce qu'on peut lutter contre cette dérive. L'État, on est tous d'accord. Philippe, je vais passer la parole tout de suite, mais l'État, on est tous d'accord, mais on sait que, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc,
qu'est-ce qui peut être fait au niveau que ce soit des associations qui soient sur la médecine complémentaire. Je ne veux pas dire médecine alternative parce que je comprends que ça puisse poser un problème. Au niveau, quelle est la problématique majeure aujourd'hui? Parce que si on attend que l'État, comme vous dites, on ne va pas avancer. Et si ça se trouve, dans quelques années, on en sera toujours au même problème. Or, c'est gravissime. Il y a des gens qui meurent avec ces histoires. Complètement. Mais d'abord, juste sur la sémantique, il y a juste un problème de sémantique qui est plutôt international. Quand on dit médecine complémentaire alternative, c'est plutôt la dénomination internationale. C'est pas, donc, mais il y a un vrai sujet de sémantique. Mais je comprends que ça puisse poser des questions. Mais ça pose des questions, je suis entièrement d'accord. Comme on peut appeler ça les interventions non médicamenteuses. Il y a plusieurs façons de l'aborder. Je pense que ça fait partie du sujet un jour qu'il faut qu'on règle. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On est d'accord, il y a un vrai sujet. Parce qu'il y a un sujet formation. Enfin, il faut appeler les choses complètement. C'est quand même anormal qu'il y ait aussi peu de formation reconnue par rapport à dans cette masse absolument gigantesque d'offres et donc de thérapeutes qui se forment. Vous pouvez être, et la sophrologie, vous pouvez avoir un truc très sérieux, comme vous pouvez faire ça dans un week-end. Donc il y a un problème de faire en sorte qu'on réglemente. Mais il y a un problème également absolument majeur de règles du jeu. C'est-à-dire qu'un thérapeute, il s'engage à quoi? Nous, on est plutôt en se disant il faudrait qu'on oblige un serment d'Hippocère, parce que là, on est bien dans le care, dans une approche du care. C'est quoi l'obligation? Et ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire qu'un thérapeute qui dit à la personne, vous allez arrêter toute relation avec votre médecin traitant, vous arrêtez on n'intègre pas ce que je vous fais dans votre parcours de santé, etc. Il y a des règles du jeu, donc on a besoin à un moment donné de définir un minimum de corpus opposable à toute thérapeutique non conventionnelle pour qu'on puisse régler les choses. Et puis, et je voudrais dire quand même un sujet, il faut en même temps qu'au niveau des professionnels de santé, on parle de ce sujet, parce que ce sujet, c'est une omerta. Combien dans notre pratique quotidienne, quand on voit un patient qui a des pathologies chroniques ou qui a le cancer, qui a une récidive de cancer, on prend le temps de cette écoute et notamment de lui parler de ce sujet. Est-ce que vous faites, est-ce que vous ne faites pas, comment, et vos douleurs, comment vous les gérez, etc. C'est quand même hallucinant. Et une des fondatrices de l'agence, elle a fait une thèse, 1/3 des patients en rechute de cancer du sein partaient, arrêtaient, refusaient leur traitement et partaient dans les médecines complémentaires. Et là, ça repose également les questions au niveau des professionnels. C'est qu'est-ce qui ressort? La grande différence entre un thérapeute des médecines complémentaires et nous, les thérapeutes, je me mets dedans, c'est que la notion de l'écoute et la notion de la prise en compte de la personne dans toutes ses dimensions est beaucoup plus poussée chez cette thérapeute. Et donc, c'est là où je dis que ça doit nous interroger. Oui, non, mais c'est fondamental. Oui, mais... Non, mais je veux dire par là, c'est que si nous prenions plus de temps, si nous avions une vision plus holistique de la personne, la façon avec laquelle on crée ce climat, et on en a parlé beaucoup toute la journée, qui est ce climat d'un moment donné de la confiance. Pourquoi 1/3 des patients jettent leurs ordonnances quand ils ressortent du docteur? C'est bien un sujet d'un moment donné de croyance et de confiance. Et donc, il ne faut pas rêver. Ces médecines complémentaires réinterrogent également la pratique aujourd'hui. Et si on veut avoir une vraie logique de parcours de santé, eh bien, il faut qu'on ait une articulation intelligente. Si je puis me permettre. Et après, je rebondirai, mais d'abord vous. J'entends ce que vous dites quand la première des critiques qui est adressée à la médecine conventionnelle, c'est sa froideur. Je suis considéré comme un objet et pas comme un sujet. Et donc, du coup, on vient de m'annoncer, dans le cadre de l'annonce tout à l'heure, la table ronde évoquait ce point-là, l'annonce, j'allais vous dire de la mort, mais d'une pathologie qui est gravissime, d'une manière comme si de rien n'était. Ça, ce sont les critiques qui sont opposées à la médecine. Mais quand vous dites que de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire toutes les pratiques de soins non conventionnels, pourquoi je tiens à cette expression? Je peux l'entendre qu'au niveau international, ça soit appelé autrement. Sauf que quand on dit pratique de soins non conventionnels, en tant que magistrat, il faut être clair. Je pense que les termes qu'on utilise, il ne faut pas qu'ils laissent penser que ça veut dire autre chose. Pratique de soins non conventionnels, ça veut dire que c'est non conventionnel. Donc, ce n'est pas la médecine conventionnelle. Oui. L'alternative et complémentaire, on se dit... Pourquoi pas? Je peux y aller. Et l'autre, quand vous dites que ces médecines, donc pratiques de soins non conventionnels, effectivement, hein, c'est ce qui est vendu, c'est de l'affichage qu'on les écoute mieux,
on est plus à l'écoute des patients. Et je répète, ce n'est pas des patients, ce sont des clients, hein, parce qu'il n'y a pas de relation médecin. Voilà. Donc un client, l'écoute, elle peut être intéressée et il y a le volet économique. Mais moi, je peux vous dire qu'au sein de la Miviludes, les saisines qu'on a, qui sont en nombre explosif depuis la crise sanitaire, qui s'est doublée d'une crise sociale, et pour l'instant, juste à titre d'information, mais c'est clair pour tout le monde, on n'est toujours pas sorti de la crise. Hein. Donc les gens qui sont inquiets, les gens qui ont perdu et leur santé et un proche, qui n'ont pas pu les enterrer, évidemment qu'ils ont laissé tomber la médecine conventionnelle et qui sont allés vers d'autres. Mais ils leur font croire, c'est de la publicité mensongère. C'est de la publicité mensongère de vous faire croire que je vais vous écouter. Évidemment, n'oubliez pas que nous, les praticiens auxquels on a affaire, ce sont des gens qui n'ont qu'un intérêt, c'est la manipulation mentale, d'où l'emprise mentale, et tirer profit de ces personnes. C'est tout. Alors justement, on en est conscient. On a entendu aussi tout à l'heure, les patients ne sont pas idiots. Il ne faut pas prendre les patients pour des idiots. Simplement, vous m'avez dit qu'on a préparé, très souvent, on croit que ce sont des gens qui sont faibles, qui se font avoir et tout. Or, vous m'avez dit, mais tout le monde peut être pris par ce système. Ce ne sont pas des malades psychiatriques et tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... comment est-ce qu'on peut faire, justement? C'est un problème. Je confirme qu'effectivement, nous, dans les victimes qu'on rencontre, ce sont des personnes comme vous et moi. Il n'y a pas de différence d'intelligence ou de milieu social où on rencontre tout le monde. Donc ça, c'est une certitude. Et il ne faut pas être forcément fragile pour se faire embarquer là-dedans. D'ailleurs, le code pénal, dans l'article qui existe et qui consacre l'abus de l'état de faiblesse, c'est bien noté, noir sur blanc, que la fragilité n'est pas préexistante. La fragilité naît parce que la personne est assujettie à une autre et que la personne vous amène à cette fragilité par des manipulations. Voilà. Donc, effectivement, ça m'a beaucoup plu tout à l'heure à la table ronde précédente, quand on a remis le patient à son niveau, c'est-à-dire que je considère effectivement aussi qu'on a tous la capacité de comprendre et de ne pas... on n'est pas idiot. Le patient, quand il arrive, il n'est pas idiot. Par contre, il cherche des solutions et s'il rencontre la mauvaise personne, il peut se faire embarquer. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas de concertation, qu'on n'a pas en France suffisamment d'aide. Effectivement, avec certains ministères, il faut travailler encore plus, mais on est quand même dans un pays qui a la chance d'avoir la Miviludes. Ça n'existe pas dans d'autres pays. On a des associations qui sont là depuis 40 ans, qui suivent ces familles, qui suivent les victimes, qui rapportent à la Miviludes des informations sur des cas graves pour que la Miviludes puisse, elle, saisir le procureur sur la base du Code de procédure pénale. On a vraiment un beau réseau de professionnels compétents sur ce sujet-là. Ce qui manque, c'est l'information claire, précise, la formation. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je comprends votre démarche et c'est très positif probablement, mais médecine alternative, on est encore là en train de mélanger le vocabulaire. Moi, j'utilise personnellement rarement l'expression dérive sectaire. Je parlerai plus de l'emprise sectaire, mais il faut la vraiment... La dérive thérapeutique, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on a plus dans ce secteur-là le risque de la dérive thérapeutique que de la dérive sectaire. Mais justement, il ne faut pas rester dans ce flou et il faut bien... Il faut que tout le monde utilise. On a un public qui représente un certain nombre de millions de Français. Si chacun utilise un vocable différent, ils vont s'y perdre. Ce ne sont pas des professionnels de la santé, ce ne sont pas des professionnels juridiques. C'est pour ça qu'il est indispensable. Alors qu'on légifère, ça simplifierait les choses, hein, mais en attendant qu'un jour on légifère, il faudrait déjà se mettre d'accord, parce que si on agit tous, et je suppose, et j'espère que c'est le cas, dans un intérêt général, il faut que déjà on se mette d'accord pour que les termes utilisés soient les mêmes, et que celui qui a un niveau intellectuel, celui qui a un diplôme et celui qui n'en a pas, quand on parle des pratiques de soins non conventionnelles, ils sachent ce qu'il y a derrière et ne se disent pas « Ah ben il y a un autre qualificatif ». L'autre point sur lequel, si vous permettez, je voudrais bien rebondir, la problématique de la vulnérabilité, elle est fondamentale, il faut vraiment que tout le monde en ait conscience. La vulnérabilité, on peut tous dans cette salle
tomber un jour dans le cadre de dérives sectaires. Pourquoi? Parce qu'il suffit que ça touche un événement essentiel dans notre vie. Si moi, demain, vous me dites « votre enfant a une maladie grave » et que la médecine me dise conventionnelle, il n'y a pas de solution. Mais vous pouvez compter sur moi pour aller toquer à la porte de tous mes clients que j'ai à la Miviludes. Pourquoi? Parce qu'un parent ne peut pas céder et se dire « je renonce à tout soin ». Si on m'annonce une maladie grave, c'est ce qu'on a par rapport à la problématique de l'anthroposophie, je donne le nom, quand vous voyez, parce qu'il y a une décision du Conseil national de l'ordre des médecins avec une suspension du praticien pour 2 ans. Excusez-moi, quand il y a la mort à côté, 2 ans, c'est strictement rien. La personne avait un cancer du sein. Elle a commencé ses séances de chimiothérapie et il s'avère qu'à un moment donné, on a le droit de renoncer aux soins. Quand c'est moi qui décide de renoncer aux soins et pas parce qu'on me souffle à l'oreille qu'il faut que je renonce. Cette personne finit par renoncer aux soins en disant à son mari « je n'en peux plus, il faut que j'arrête ». Dont acte, elle s'arrête. Sauf que elle finit par aller sur les réseaux sociaux et tombe sur un guérisseur miracle qui lui propose, qui est un médecin, là il est médecin, mais il lui propose des injections de gui. Voilà, des injections de gui. Il est bien connu que le gui sauve le cancer, n'est-ce pas? Parce que c'est vous les professionnels en la matière, ce n'est pas moi. La dame, vous le devinez évidemment, est décédée. Il n'y a pas eu de dépôt de plainte, donc la justice n'a pas eu à trancher sur ce sujet-là, malheureusement. Mais le Conseil national de l'ordre des médecins a été saisi et le fameux médecin a eu exclusivement 2 années de suspension, ce qui n'est rien par rapport à cette perte de chance. Ça pose une question de fond également. Ce sont nos critères d'évaluation. C'est-à-dire qu'en dehors de l'aspect sémantique, et on a la chance d'avoir la présidente de la HAS, je pense que c'est un beau travail qu'il faut qu'on le fassions collectivement, on a un vrai problème également des critères d'évaluation. Là, il y a un gros projet de recherche dans lequel on participe, qui est piloté par les gens de Montpellier, pour essayer de se mettre d'accord collectivement sur la façon avec laquelle c'est quoi le corpus des critères d'évaluation de ces activités, interventions non médicamenteuses. Voilà. Et c'est d'autant plus important qu'il y en a de plus en plus qui sont quand même intégrés dans ce qu'on appelle les soins de support. Alors, je ne voudrais pas être trop positive, mais on a quand même dans notre législation et dans notre pays énormément de possibilités de saisir l'ordre des médecins, porter plainte, faire des signalements, avec un code pénal qui est quand même très, très, très fourni. Il y a la publicité trompeuse, il y a exercice illégal de la médecine. Vous avez complètement raison. Moi, je fais un petit bémol avec l'ordre des médecins. La preuve, le 2 ans, je trouve malheureusement, je crois que c'est une des problématiques. Oui. On voit un certain nombre de... sous prétexte qu'ils ont peut-être un titre de professeur et tout, qui dérape. Il nous reste 1 minute 27. J'aimerais bien, d'abord, ce que je vous propose, c'est de vous réunir après, vous, puisque vous l'avez dit, pour garder et que vous trouviez une unité dans votre vocabulaire, parce qu'en effet, c'est clé. Quelle est la décision majeure? Vous n'êtes pas ministre de la Santé, mais vous êtes pratiquement ministre de la Santé et des patients contre les dérives sectaires. Vous avez 15 secondes. 15 secondes. Je me mettrai en avant des formations, l'information claire, nette et précise, et que les personnes qui nous entourent sachent que c'est une dérive sectaire, sachent que c'est la manipulation mentale. Bravo. Madame Montbal. Je procéderai à un encadrement de ces pratiques de soins non conventionnels. J'interdirai toute formation des médecins tels que l'anthroposophie dans l'université de Strasbourg pour apprendre l'anthroposophie pour des médecins. Vous voyez, c'est des choses qui paraissent évidentes, et de la pédagogie de partout et des contrôles dans tous les établissements, parce que si on va à la PHP, dans tous les établissements de santé, vous trouvez dans la salle d'attente toutes les pratiques de soins non conventionnelles qui sont offertes, et sans aucune garantie. Il s'agit de gens qui sont sérieux. Ça fait que pour les patients, ça répond à quelque chose. Oui, donc c'est quand même... on est tout à fait d'accord. Moi, je pense que j'ouvrirai ce dossier. Je dirais, oui, c'est un vrai sujet. Oui, ce sujet, pour le moment, on l'a mis sous le boisseau. Donc ce sujet, il faut à un moment donné le porter, le mettre sur la table et décliner toutes les questions. On va mettre le sujet sur la table. Un grand merci. Exactement. Et à bientôt.